donc décidé de faire une vidéo portant sur le sujet du féminisme, qui est un sujet que je dénigrais plus qu'autre chose il y a moins d'1 an et auquel j'ai commencé à m'intéresser du coup vers mes 14 ans, à peu près quand j'ai commencé à prendre conscience de toutes les autres choses et toutes les autres inégalités et injustices qui m'entouraient. Et j'avais vraiment envie d'en parler parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Je pense que les questions raciales et sociales ne peuvent être mises à l'écart des questions de genre. Et c'est pour ça que donc, je vais faire des points sur l'intersectionnalité, sur le privilège, puis voilà. Je compte faire une vidéo entière sur le privilège, mais le privilège, pour moi qui est une personne privilégiée, ça pourrait être simplement le fait que je suis capable aujourd'hui de faire une vidéo et d'exprimer mon point de vue sans être menacée d'emprisonnement, sans être menacée de mort ou sans être menacée de quelconque danger. J'ai ce droit-là et j'ai cette opportunité-là et beaucoup de gens ne l'ont pas tout simplement. Beaucoup de minorités contraintes d'être silencieuses ou même quand elles parlent ne sont pas entendues, et parce que bien sûr je vais évoquer des sujets qui touchent au féminisme mais qui touchent aussi à certaines catégories de personnes, à certaines origines, certaines cultures, et comme je vous disais, je suis une personne privilégiée de parler. Mais la vérité c'est que je devrais plus me concentrer et essayer d'élever les voix de ces personnes-là, de ces minorités-là, plutôt que d'élever ma voix de personne privilégiée. Et c'est absolument injuste, et le privilège est une chose extrêmement importante et on doit prendre conscience vraiment en tout premier lieu avant de vouloir vraiment s'engager dans des luttes, parce que si on commence à être dans l'optique d'avoir des luttes féministes mais qu'en fait on a un espèce de white feminism qui nous bloque, c'est sûr qu'on va pas aller loin, parce que rester dans son privilège avec son entourage privilégié et ne rien dénoncer d'autre, ou même dénoncer des choses sans vraiment comprendre et savoir que les gens impliqués derrière eux ne sont pas dans la capacité de le faire, c'est quelque chose de très compliqué mais dont il faut prendre conscience absolument et impérativement, parce que moi c'est vraiment une chose que j'ai réalisée tardivement. Alors, je me souviens que j'ai vraiment eu du mal à la comprendre et j'aimerais juste propager ce message là, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes, de se rendre compte de son statut et de vouloir parler de celui d'autrui. Ce qui est bien sûr nécessaire quand on veut dénoncer des causes comme le sexisme ou le racisme ou l'appropriation culturelle. Enfin voilà. La notion d'intersectionnalité implique simplement le fait de réaliser à quel niveau nous on se situe, à quel niveau de privilège on se situe, et de vraiment faire interagir toutes les femmes, tous les êtres humains de cette terre ensemble, sans éliminer, sans exclure une certaine catégorie de personnes, ou sans non plus promouvoir et promulguer seulement le message d'une certaine catégorie de personnes. Ensuite, à côté, il faut bien sûr impliquer dans celui-ci toute la question des travailleuses du sexe, donc c'est-à-dire la question de la pornographie et les personnes, notamment les femmes qui sont dans ce système-là, ainsi que la prostitution. Je pense que le féminisme blanc, comme je vous disais, c'est pas un véritable féminisme qui est honnête, c'est juste quelque chose de vraiment faux et qui en plus se propage très rapidement, parce qu'il y a des mouvements de féminisme, beaucoup de choses qui se passent sur les médias, mais c'est vrai que parfois c'est une image très faussée et erronée qui est propagée, et voilà. Mais donc il y a beaucoup de dites féministes qui dénigrent les travailleuses du sexe en disant que au final c'est plutôt une honte qu'autre chose, qu'elles contribuent activement à créer des conflits. Mais la vérité c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les conflits qui sont créés autour du sujet de la prostitution par exemple ne sont pas créés par les prostituées, mais par les lois les concernant et le système qu'il y a autour d'elles, auquel elles sont contraintes de contribuer. Mais en fait la vérité c'est que la France gère très mal ces soucis-là, parce que il faut imaginer que c'est quelque chose d'illégal, qu'il faut donc que ces femmes-là qui sont prostituées mais aussi mères
aussi sœur, aussi amie, parce que j'aimerais vraiment mettre en avant le fait qu'elle soit humaine simplement et femme et pas seulement prostituée. C'est horrible de réduire les personnes à un seul certain aspect d'elles-mêmes, et encore c'est pas forcément un aspect, c'est une profession, c'est quelque chose d'extrêmement péjoratif. Mais donc voilà, ces femmes se voient contraintes à fréquenter des endroits très dangereux. Par exemple, un fait que je pourrais évoquer et qui me révolte et dont j'ai vraiment envie de parler et qui illustre très bien l'injustice de ce sort-là. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ce qu'il faut dénoncer, c'est pas les prostituées mais le système qu'il y a derrière. Parfois, c'est des personnes qui ont été dans une telle situation de misère que c'était leur seule option, leur seul choix, et que maintenant, bah voilà, c'est ce qu'elles font, elles exercent ce métier-là et elles le font parfois juste pour nourrir leur famille, leurs enfants. Et un exemple pour illustrer tout ce que je viens de vous dire qui est vraiment probant et très parlant au sujet de la violence qu'elles peuvent endurer, ces femmes-là, et de la violence du sujet de la prostitution en elle-même, c'est que cet été, l'été passé, là, de cette année, il y a une femme qui s'appelle Vanessa Campos, qui était une prostituée trans en plus, à la notion d'LGBT, LGBTQ+, une communauté qui elle aussi est dénigrée et fait face à de nombreuses choses horribles et à qu'il faut aussi inclure dans son féminisme. Donc en gros, moi j'ai appris l'histoire de Vanessa Campos à travers un article de Heidi dont je vais d'ailleurs vous lire quelques passages pour vous expliquer la situation vraiment très brièvement. Et je vous conseille Heidi en général, c'est une source d'actualité engagée qui est très intéressante. Vanessa Campos, comme je vous l'ai dit, était une travailleuse du sexe trans qui a été abattue au bois de Boulogne. En 2018, peut-on être trans, travailleuse du sexe et vivre dignement en France? Pourquoi les politiques s'acharnent-ils à criminaliser la prostitution? Ça rejoint exactement ce que je vous disais, le fait que le problème n'est pas dans les prostituées, mais la criminalisation de la prostitution. Pendant que la plupart des personnes telles que vous et moi sont ignorantes face à tout cela, ou la plupart aussi sont vraiment très jugeantes par rapport à toute cette question-là, bah pendant tout ce temps-là, la communauté des travailleurs du sexe attend désespérément une réaction de la part des représentants du gouvernement français, parce que pour ma part je suis française, mais c'est comme ça dans bien des pays. Mais le problème, c'est que rien ne se passe. Et cela reprend un système de pensée abolitionniste. Si on part du principe que la prostitution est une violence en soi, il y a l'idée que les travailleuses du sexe consentent à subir des violences. Cet amalgame entre prostitution et violence empêche la réflexion et les réponses politiques sont forcément à côté de la plaque. La seule réponse politique aujourd'hui, c'est la pénalisation. Et le pouvoir ne soutient qu'empêcher l'exercice du travail du sexe. L'État met en danger toutes les travailleuses du sexe, qui persistent et qui augmentent et évoluent à une vitesse effrénée. C'est vraiment quelque chose à dénoncer, auquel il faut se battre parce que c'est juste horrible. On en est arrivé à un tel point où le mot pute est utilisé à tort et à travers pour rien et on réfléchit même pas à ce simple. Et ça veut dire que même à travers notre langage quotidien, sans s'en rendre compte, inconsciemment, on contribue vraiment très activement à dénigrer ces femmes-là, à dénigrer les travailleuses du sexe. Et le truc c'est que voilà, c'est tout un mélange de choses, un mélange d'éléments qui font que la situation ne fait que s'empirer et que c'est vraiment là maintenant le moment de réagir. C'est un exemple parmi des milliers parce que comme je vous l'ai dit, c'est des violences très communes. C'est beaucoup plus simple de toujours prendre la position de la personne qui critiquera, jugera et dénigrera que la personne qui au final se dit ah peut-être qu'il y a quelque chose vraiment derrière et peut-être qu'il faudrait que je prenne du recul et que je réfléchisse plus, je comprenne en fait choses. Et je sais que nous, étant 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on peut très facilement adhérer à cette envie de comprendre et de chercher plus loin. Et c'est pour ça que bah voilà, j'essaie de communiquer ce message-là en disant ayant antérieurement fait partie qui contribuait juste à dénigrer des minorités, bah, j'ai réussi à me déconstruire et à prendre part
plus d'une lutte pour comprendre, contrer ça. Bien sûr on ne peut pas parler de féminisme sans parler de sexisme. Et en fait c'est toute la question de la masculinité toxique là qu'il faut absolument dénoncer, parce qu'on est une jeunesse qui, grâce à tout l'outil des médias et l'outil de la technologie, peut être très puissant et aussi malheureusement s'enlise et voilà, se referme et intègre des clichés et les absorbe tout au long de sa vie et ne cherche pas forcément à les contrer. Mais là bien sûr il y a multiples mouvements, on arrive tous collectivement parce qu'il faut absolument aussi bannir l'individualisme. Ça revient au même que le white féminisme, juste l'individualisme. Il faut vraiment se concentrer sur la collectivité, tous se réunir ensemble, parce que bien sûr ça fait de notre force une force inouïe, et commencer voilà à juste contrer tout ce féminisme et ces luttes sont la plupart du temps menées de façon paradoxale. Enfin, il y a beaucoup de soi-disant activistes qui sont plein de paradoxes, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc la masculinité toxique, un concept aurait et répandu dans notre société actuelle, puisque bah voilà, c'est une certaine éducation qui résulte à des façons de penser et d'agir qui vont vraiment complètement à l'encontre de l'évolution des droits de la femme ou même de la femme tout simplement. C'est aussi juste conséquence du fait qu'on est dans une société patriarcale. Je vous conseille de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir pour comprendre les mécanismes vis-à-vis de notre société patriarcale. Voilà, son livre il est autour de la problématique de on ne naît pas femme, on le devient. Petite parenthèse, parce que les femmes trans sont des femmes et toute personne possédant un vagin n'est pas une femme, tout comme toutes les femmes ne possèdent pas un vagin. Je pense aussi faire une vidéo sur la masculinité toxique parce que c'est tellement important et c'est tellement destructeur. Le féminisme c'est pas juste une lutte pour les femmes par les femmes. Pour moi ma définition du féminisme c'est juste une lutte pour l'humain par l'humain. Ça revient plus à ça en fait. Donc, pour revenir plus au sujet et au cœur voilà, du féminisme lui-même et de tout ce que doit endurer la femme et donc qui constitue aussi les raisons pour lesquelles on se bat aujourd'hui, il y a tous les diktats imposés par la société à la femme, qu'ils soient d'un aspect physique ou psychologique, donc que ça soit au niveau des standards de beauté, donc physiquement, la glorification juste d'un certain modèle de corps mince, et mentalement ça serait d'être sage, de ne pas vraiment ouvrir sa gueule. Par contre vous devez déjà être au courant, notamment les personnes de sexe féminin qui me regardent parce qu'on est bien obligé de réaliser ça vu qu'on l'endure chaque jour. Ainsi que voilà, par rapport au fait d'endurer aussi. Beaucoup de gens pensent que c'est contradictoire de vouloir se battre pour des petites choses comme le harcèlement de rue quand il y a littéralement des femmes qui sont tuées chaque jour. Je pense qu'il faut vraiment lutter contre toutes les violences perpétuées contre la femme, qu'elle traite donc de l'harcèlement de rue à de la conséquence des droits limités voire inexistants de la femme au sein d'un état. C'est des violences qui sont croissantes et on commence toujours à un point de départ, il y a toujours un point de départ, un point culminant. En casant l'acte de slut-shamer par exemple, ou en casant l'harcèlement de rue dans une normalité de choses, bah, ça fait que les personnes donc, qui contribuent à ça vont se dire ah bah si c'est normal je peux continuer, et continuer ça veut dire et participer à une forme de violence supérieure, plus élevée, encore plus difficile, et voilà, et après comme ça en fait avec ce système on et nous ne pourrions pas parler de masculinité toxique sans parler de pornographie. C'est toute une génération qui a créé le besoin et la nécessité de la pornographie, mais c'est aussi toute une génération qui dénigre et qui cherche absolument à l'enfouir. Je vous conseille énormément, mais énormément un documentaire, enfin une série documentaire qui est sur Netflix, donc en plus c'est fort pratique, et elle s'appelle Hot Girls Wanted, et en gros ça explique à quel point la pornographie a une répercussion sur notre société, sur la jeunesse et sur les mécanismes des relations actuelles. Parce qu'en fait il y a une représentation très fausse, erronée et dénigrante
notamment de la femme dans tous les scénarios pornographiques en fait. Dans beaucoup de scénarios pornographiques, même si ça existe, la pornographie consciente tout simplement, des gens qui travaillent dans ce domaine-là mais qui sont conscients de ce qui se passe et donc sont plus ou moins engagés. Une vidéo à caractère pornographique sur 3 qui met en scène, vraiment parce que c'est mettre en scène et on oublie que ce sont les acteurs, c'est justement ça qui pose problème, mais donc des violences contre la femme, donc une situation où l'homme est toujours dominant et la femme est toujours rabaissée et en dessous, et ça va donc à travers le langage mais aussi à travers les gestes, les actions, enfin voilà. Notamment énormément de jeunes et surtout énormément de jeunes garçons, très très jeunes, vont regarder ça et vont pas forcément réaliser que ce sont de 1 des acteurs et de 2 un schéma qui est absolument à ne pas reproduire dans leur future relation amoureuse et sexuelle, de clichés et de stéréotypes qui sont perpétués à travers les origines, la couleur de peau de chacun de ces acteurs là, et ensuite voilà on les met vraiment en scène mais de façon horrible et en fait c'est juste des scénarios qui sont hyper racistes, sexistes. C'est sûr que vu l'importance et l'ampleur qu'a pris la pornographie de nos jours, il y a des conséquences qui vont avec et qui ont la même dimension, la même ampleur et la même importance. Donc voilà, il faudrait peut-être réfléchir à tout ça. Et aussi à toutes les personnes qui pensent que être féministe aujourd'hui est sans but et inutile. Vraiment là je vais dédier cette petite série d'informations pour vous parce que ça me fait vraiment plaisir que je participe un peu à cette déconstruction de clichés et de fausses idées que vous avez en tête. Donc on va commencer maintenant. Donc je vais commencer par la Russie et c'est un exemple qui me touche particulièrement parce que je suis russe, j'ai vécu en Russie et j'ai vu aussi l'effondrement de mon pays et des conditions de vie notamment pour les femmes. Alors pour vous donner quelques chiffres, une femme russe sur 5 est victime de violences au sein du noyau familial, donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Ça fait environ 16 millions à l'échelle de la Russie. Toute cette question de violence qui est extrêmement présente en Russie, notamment dans les couples hétérosexuels, je vous conseille vraiment d'aller voir un documentaire qui est d'ailleurs sur YouTube, qui est, il me semble qu'il s'appelle SOS Femmes en danger. C'est un documentaire de Arte. J'ai particulièrement parlé de la Russie, c'est parce qu'il y a une loi qui a été promulguée en 2017 pour la décriminalisation des violences faites contre les femmes. Enfin, la punition maximale qu'on peut avoir, c'est une amende de 500 €. Il y a aussi en Inde où il y a eu une loi pour la décriminalisation du viol. Puis il y a un sujet aussi tout aussi atroce et dont je suis obligée de parler crûment, c'est l'excision et la mutilation des organes génitaux de la femme qui est encore exercée dans vraiment de très nombreux pays, contrairement à ce que l'on peut penser. Par exemple, en Somalie, 98% des femmes âgées de plus de 15 ans ont subi une excision, une mutilation de ses parties génitales, et c'est quelque chose qui procure une souffrance vraiment très très intense et qui va bien sûr contre la liberté sexuelle de la femme ou tout simplement la vie sexuelle de la femme, puisque si vous ne savez pas, par exemple l'excision du clitoris qui est l'organe du plaisir chez la femme, donc en fait résulte juste à ce que tu n'aies jamais de plaisir lors de tes rapports sexuels toute ta vie. Aussi voilà le fait que beaucoup de parlements, notamment le Parlement français, est essentiellement constitué d'hommes. On a peu de représentation féminine et féministe en ce qui concerne les dirigeants de notre pays. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez aberrant et révoltant. Il y a aussi en ce moment un mouvement d'émancipation. Les femmes commencent à s'émanciper des diktats qui leur sont imposés. Et vu qu'on parle d'émancipation et que beaucoup de gens pensent que la religion s'oppose au fait de s'émanciper en tant que femme, j'aimerais m'attarder notamment sur le sujet du féminisme islamique. Et je vais juste citer quelques passages d'un livre qui est extrêmement intéressant et que je vous conseille vraiment pour vous pencher sur ce questionnement-là. C'est un livre qui s'appelle tout simplement Féminisme islamique. Il a été écrit par Zahra Ali. La lecture des textes sacrés ne donne pas seulement forme à notre conception de Dieu, mais aussi à celle de la nature et des rôles des hommes et des femmes. Ce qui peut alors devenir une référence sur laquelle s'appuyer pour justifier les hiérarchies et les inégalités sexuelles.
Cependant, comme le soutiennent les spécialistes critiques de la religion, les significations que nous attribuons à un texte résultent de l'acte de lecture, qui non seulement est interprétatif, mais qui est aussi genré, masculinisé. Souvenez-vous, nous vivons dans une société patriarcale depuis la nuit des temps. Nature comme le langage lui-même, le rôle des représentations et des textes sacrés dans la structuration de nos attitudes et de nos pratiques sociales et sexuelles, ainsi que la nature interprétative et masculinisée de la lecture et du processus de formation de ces représentations, confèrent un rôle central à la question de savoir qui lit et comment on lit le Coran, non seulement pour la compréhension des inégalités et de la discrimination sexuelle parmi les musulmans, mais aussi pour la théorisation de l'émancipation, et spécifiquement en raison du fait que des lectures différentes d'un même texte peuvent conduire à des islams fondamentalement différents, donc aussi à un islam féministe, à un féminisme islamique. Finalement, on peut dire que les femmes musulmanes sont une chance pour le féminisme parce qu'elles lui permettent de se questionner et de se redéfinir indépendamment de ton sexe, de ton genre. On peut s'engager dans une lutte féministe et il faut surtout s'engager dans une lutte féministe. Je vais essayer de m'adresser peut-être aux personnes de sexe masculin qui me regardent à travers cet écran. Sachez que c'est aussi utile pour vous le féminisme parce que si les femmes sont toujours ramenées à ce stéréotype de douceur, les hommes seront toujours cantonnés à ce devoir de virilité. Et de la même façon que si les femmes sont automatiquement et systématiquement les victimes, vous serez automatiquement et systématiquement les oppresseurs, les coupables. Donc voilà, quelques références et sources que j'ai oublié d'évoquer. Donc il y a un livre qui s'appelle Troubles dans le genre qui parle de l'importance de la communauté LGBTQ+, et de la considération de celle-ci dans un féminisme. Donc ça s'appelle Pour un féminisme de subversion. Ensuite il y a le livre Féminisme islamique, il y a aussi le livre de Simone de Beauvoir en général. Et il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Netflix, Féministe, à quoi pensait-elle, qui est aussi vraiment super intéressant. Donc voilà, je vous conseille, si vous en avez l'envie, le temps d'aller les voir. Voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Amour toujours. Aimez les autres, aimez-vous et aidez les autres et surtout aidez-vous. Et gros love sur vous, on se revoit très vite. Vas-y, je vous mets, vas-y, dites ce que vous avez à dire. Emma t'aime trop, elle t'aime trop. Ah bah voilà, moi aussi je l'aime trop, maintenant c'est dit. Amour toujours, ok c'est bon. Le message est passé, allez, kiss, bisous.